Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. J'ai commencé une série de vidéos que j'appelle Côte d'Ivoire Acte. Côte d'Ivoire Acte 1, Acte 2, Acte 3, Acte 4. Je voudrais faire ici et maintenant Côte d'Ivoire Acte 5. Je fais des propositions pour la bonne gouvernance, non seulement de la Côte d'Ivoire, et aussi de l'Afrique et du monde. Je suis historien et je pense que nos dirigeants africains doivent faire comme les dirigeants américains qui, pour résoudre des problèmes spécifiques, se tournent vers les chercheurs et les scientifiques de l'université de Harvard. Nos universités sont pleines de grands intellectuels. Vous voyez les résultats que nous engageons au niveau du CAMES. Donc il faut se tourner vers les chercheurs, des gens qui sont des scientifiques. Il ne faut pas les voir comme des ennemis et les combattre. Non. Alors, aujourd'hui, je voudrais aborder le sujet de la sécurité, de la défense et de la bonne gouvernance. Voilà. Alors, concernant la sécurité est multiple. Il y a la sécurité nationale, il y a la sécurité sociale, il y a la sécurité au plan médical, il y a la sécurité au plan des incendies, etc., concernant les incendies. Bon, donc le terme sécurité touche un grand nombre de domaines. Vous voyez, un grand nombre de domaines. Je pense que il faut que l'administration centrale se décharge un peu. Il faut que la question de la régionalisation et de la décentralisation soit réellement faite. Il ne faut pas que ce soit des déclarations formelles, mais ça doit être réel. Ici en Côte d'Ivoire, notamment pour la lutte contre les incendies ou bien les catastrophes, etc., c'est le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui le fait. Mais le groupement des sapeurs-pompiers militaires, là, ils sont implantés partout sur le territoire national? Non. Ils ne sont pas implantés partout sur le territoire national et ça fait problème. Et on veut forcément que ce soit des militaires. On n'a pas besoin que ce soit forcément des militaires. Dans beaucoup de pays, les pompiers ne sont pas des militaires. Bon, en Côte d'Ivoire, on a voulu que ce soit des militaires. Bon, c'est une bonne chose. Mais, puisque les militaires ne peuvent pas avoir des cantonnements, les pompiers militaires ne peuvent pas avoir des cantonnements partout sur le territoire ivoirien, mais il faut innover. Il faut y réfléchir, il faut trouver autre chose pour les compléter. Pour les compléter, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, écoutez, j'ai dit qu'il faut donner effectivement les moyens aux conseils régionaux. Il faut leur donner les moyens financiers. Et j'ai fait une vidéo où j'explique que même dans les régions, quand il y a des ressources, par exemple des matières premières qui sont découvertes et exploitées, il faut que un certain pourcentage revienne automatiquement au conseil régional. Mais le conseil régional peut créer dans la région des cantonnements de sapeurs-pompiers. Vous voyez, des sapeurs-pompiers. Vous voyez, c'est important. Et ils peuvent même former des bénévoles au secourisme pour être des pompiers. Il suffit que le matériel soit là. Et quand il y a une catastrophe, ils interviennent. Vous voyez. C'est pour soulager aussi le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Ça ne couvre pas tout le territoire national. Et ça, c'est un problème. Mais les catastrophes n'arrivent pas seulement à Abidjan, à Yamoussoukro, je ne sais pas, à Boaké. Non. Même à Abidjan, mais Abidjan n'est pas correctement couvert. Est-ce qu'ils ont des hélicoptères pour pouvoir intervenir rapidement quand il y a des embouteillages? Même des hélicoptères, ils n'en ont pas. C'est un problème. C'est un problème. Donc, il faut songer à cela. Il faut décentraliser ça suffisamment. Ça, c'est la première chose. Et aussi, au niveau de la sécurité, j'avais dit qu'il faut permettre même aux conseils régionaux et aux mairies
d'avoir des polices de proximité qui sont armées, qui peuvent traquer les bandits. Ça, je l'ai déjà parlé, donc je ne reviens pas là-dessus. Maintenant, au niveau de la défense nationale, au niveau des militaires, il faut que l'État voit pour déterminer le nombre de militaires qu'il faut pour pouvoir défendre le territoire national par rapport à la superficie du pays. Je crois quelles sont les régions militaires en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a Abidjan, il y a Daloa, il y a Bouaké, et puis je crois Korogo. 4 régions militaires. Mais ces régions militaires-là même, 4. Comment est-ce que ça ne couvre pas bien le territoire national? Ça ne couvre pas bien le territoire national. Vous voyez? Ça ne couvre pas bien le territoire national. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, il faut à nouveau réfléchir sur une bonne couverture militaire du territoire national. Il faut réfléchir à ça. C'est important. Anciennement, le service militaire était pratiquement obligatoire. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'étais au lycée de Bassam, on nous a fait un contrôle, etc. Et ceux qui étaient aptes, bon, pouvaient aller faire le service militaire, ne serait-ce que pendant les vacances. Mais, bon, beaucoup parmi nous recevaient des exemptions parce que nous étions encore des élèves, etc. Mais aujourd'hui, cela ne se fait même plus. Donc, c'est-à-dire que s'il y a une attaque du territoire national, il n'y a même pas des gens qui sont capables, même ayant eu des stratégies militaires, pour intervenir. Oui. Parce qu'un homme qui sait se défendre, à qui on a appris comment combattre, il est différent de celui à qui on n'a pas appris comment combattre. Comment Israël fait? Devant l'hostilité de tous les pays arabes et musulmans, comment Israël fait? C'est vrai, Israël se donne beaucoup de capacités, mais tout le citoyen israélien, c'est quelqu'un qui sait combattre. C'est quelqu'un qui sait combattre. Voilà, c'est quelqu'un qui sait combattre. Donc, il faut revoir le système de défense. Il faut que le système de défense couvre tout le territoire national. Ouais, couvre tout le territoire national. Et puis, ce n'est pas parce que quelqu'un est élu président que c'est à lui on donne la clé de toute la question de la défense nationale. Non. Oui. Là aussi, la question de la défense nationale, ça doit être régi par des textes. Oui. Ça doit être régi par des textes. Tout ne doit pas venir forcément de là-haut. Il faut que les officiers se réunissent et eux-mêmes produisent comme un état général de la défense du territoire, fassent des propositions. Bon, on a parlé de la loi de programmation militaire. Bon, la loi de programmation militaire, bon, je crois que c'est une imitation de ce que les Français ont fait. Pourquoi toujours chercher à imiter les Français, la loi de programmation militaire? Bon, la programmation, là, c'est quoi? On dit non, c'est pour arranger les camps militaires parce que beaucoup de camps sont en désuétude, etc. Quelquefois même les tenues ne sont pas renouvelées, etc. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Qu'est devenu le génie militaire? Mais l'armée, c'est un corps complet. L'armée a ses médecins, l'armée a ses ingénieurs, l'armée a ses mécaniciens. Mais l'armée peut faire beaucoup de choses. Le génie militaire fait beaucoup de choses. Et il faut réhabiliter le génie militaire. On ne va pas toujours donner des contrats mirobolants à des sociétés étrangères qui nous coûtent cher, qui nous appauvrissent, qui grèvent notre dette. On peut relancer le génie militaire. Si les militaires couvrent bien l'ensemble du territoire national, mais si on veut faire des routes, mais les militaires peuvent le faire. Les militaires peuvent le faire. Comme ça, eux-mêmes, ils auront l'argent. Comme ça, l'armée aura l'argent. L'État n'aura pas forcément besoin, c'est vrai, l'État doit donner une dotation budgétaire à l'armée, à la gendarmerie, à la police. Mais on peut faire le génie militaire. Et aussi, la gendarmerie doit avoir aussi son génie. Donc, ils pourront faire des routes. Ils pourront même avoir des hôpitaux militaires. Et ces hôpitaux militaires, bon, ici, c'est seulement l'HMA. C'est-à-dire l'hôpital militaire d'Abidjan. C'est ça seulement qu'ils ont. Dans les autres régions militaires, est-ce qu'ils ont des hôpitaux? Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue de bien former
des ingénieurs militaires, des médecins militaires, des infirmiers militaires, des secouristes militaires. Bon, mais il faut que cela soit relancé. Et qu'il faut qu'eux aussi, ils puissent souscrire à des contrats pour pouvoir faire des routes, pour pouvoir faire des ponts, pour pouvoir faire des ponts, pour pouvoir faire, comment on appelle ça, l'évacuation des eaux usées et tout ça. L'armée peut le faire. Et eux, ils vont le faire aussi à moindre frais. Ils vont le faire à moindre frais parce que les soldats qui vont le faire, qui seront la main d'œuvre, etc., ne vont pas trop coûter cher au pays. Donc, vous voyez, il faut revoir tout ce système-là. C'est important. Et puis, les inspections. Hein? On dit, bon, on nomme des gens, il est inspecteur, il s'en va, inspecteur de l'administration, bon, je crois qu'il y a un terme approprié pour cela. Il va inspecter de temps en temps pour voir si tel service fonctionne normalement, etc. Mais quelquefois, il va seul, ou bien ils sont deux. Tu vas seul, tu es deux. Mais si tu découvres une grosse fraude, mais les gens vont tenter de te corrompre. Et si tu n'acceptes pas, mais ils peuvent t'éliminer tranquillement. Ah oui, c'est ça. Il faut créer, à mon avis, un ministère entier. Je ne dirais pas un ministère. Une administration entière quant au contrôle, ce qu'on appelle le contrôle. En Chine, il y a un quatrième pouvoir qui est le pouvoir de contrôle. Mais eux, malheureusement, quelquefois, s'ils contrôlent les opposants, etc., ils les empêchent de parler. Ça, c'est une autre affaire. Mais le contrôle dont je veux parler, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des gens, on n'a pas besoin d'aller prendre des audits de sociétés privées. Non. Dans l'administration même, on crée un corps administratif de contrôle qui fait des audits en permanence. Et quand ils vont sur le terrain pour auditer dans les différents services financiers, dans les différents trésors, partout où on gère l'argent du pays, quand ils vont là, ils sont au moins par groupe de 15. On va voir comment tu vas corrompre les 15 personnes là. Ils peuvent même parler par groupe de 20. Voilà. Et puis, ils forment une administration complète. Hein? Ils forment une administration complète qui contrôle régulièrement la gestion des choses, comment on appelle ça, des finances du pays. Je crois que de cette façon, on aura moins de corruption. On aura moins de corruption. Vous voyez? On aura moins de corruption. Parce que quand c'est un inspecteur, lui seul, il va sans contrôler. Mais écoutez, les gens, s'ils constatent une grande fraude de choses, les gens peuvent l'éliminer. Ah oui, les gens peuvent l'éliminer. Donc, il faut que ces gens, ce soit une administration complète pour le contrôle. Voilà, contrôle des finances, etc. C'est important. Maintenant, concernant les manifestations publiques. Les manifestations sont reconnues par la Constitution. Mais comment se fait-il que un fait qui est reconnu par la Constitution, un ministre, un préfet ou un maire peut dire non, moi je prends un arrêté pour interdire, etc. Non. Comment son arrêté peut être au-dessus de la Constitution? Voilà les contradictions que nous avons en Côte d'Ivoire. Depuis quand l'arrêté d'un ministre, d'un préfet, d'un sous-préfet ou d'un maire est au-dessus de la Constitution? La Constitution, c'est la loi fondamentale. Il devrait être interdit même de prendre un arrêté pour empêcher une manifestation. Oui. Seulement, une fois que ceux qui veulent manifester s'entendent avec la police ou la gendarmerie, il n'y a pas de problème. Ils manifestent, cela est encadré et tout. Mais quelquefois, les gens manifestent pacifiquement et puis on voit un ministre ou autre qui donne l'ordre à la police de les gazer ou de les disperser. Mais quand quelqu'un donne l'ordre de gazer ou de disperser les manifestants qui manifestent pacifiquement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Constitution a été violée. Parce qu'on a empêché des gens de manifester pacifiquement. S'ils manifestent déjà dès le départ avec violence, ça c'est une autre chose. Ça c'est une autre chose. Mais quand ils ont l'intention et qu'ils l'ont exprimé de manifester pacifiquement, la police ne doit pas les gazer. La police ne doit pas les gazer. La gendarmerie ne doit pas les gazer. Et puis encore moins envoyer les militaires. Les militaires, ils ne sont pas faits pour ça.
Les militaires, ils sont faits pour défendre le territoire national contre des forces extérieures. Le militaire, là, lui, c'est pas fait de choses, comment on appelle ça, du maintien d'ordre. Hein. Si tu envoies un militaire, là, il va tirer et puis tuer les gens. Or, quelquefois, c'est ce qu'on assiste dans nos pays africains. Ça, c'est pas normal. Et puis, quelquefois, dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, les nominations dépendent presque exclusivement du président de la République, du chef de l'État. Il ne doit pas en être ainsi. Non. Il ne doit pas en être ainsi. Les états de service, c'est vrai, à l'intérieur de ces corps, quelquefois il y a des concours, etc. Ces concours doivent se faire, etc. Mais je pense que il doit y avoir au sein même de ces corps-là des comités, au sein de l'armée des comités, au sein de la gendarmerie des comités, au sein de la police des comités, qui voient les états de service, le travail qui est fait, et puis qui proposent. C'est eux qui doivent proposer. Parce que c'est eux qui voient tout le monde travailler. C'est eux qui proposent. Maintenant, quand ils proposent, bon, le président de la République, maintenant, peut ensuite, je peux dire, mais avant même qu'il prenne son décret de nomination, là aussi, il faut que ces officiers-là passent devant une commission d'éthique de l'Assemblée nationale. Ah oui. Il faut qu'ils passent devant une commission d'éthique de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut qu'on ait des officiers qui peuvent dire non quand l'ordre qui leur est donné à exécuter va contre la Constitution ou bien va contre les droits de l'homme. Ils doivent pouvoir dire non. Parce que s'ils agissent ainsi, et puis ils ont obéi, alors que là, ce qu'on leur demande va contre les droits de l'homme, va contre des dispositions de la Constitution. Mais ils sont passibles devant une cour, soit devant la cour militaire, etc. Et ça, c'est un problème. Mais il va dire non, moi j'ai reçu l'ordre, j'ai obéi à l'ordre. Mais l'ordre qu'on t'a donné là, c'est un ordre qui n'est pas bon. Tu fais comment? Tu as obéi, tu dis que tu as obéi aux ordres. Ah non. Il y a des ordres auxquels on n'obéit pas, même quand on est militaire. Voilà. Si ça va contre la loi, tu dis non. Je crois que je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Parce que, qu'est-ce qu'on a vu? Au procès de Nuremberg, quand on jugeait les nazis, hein, mais beaucoup de militaires nazis, beaucoup d'officiers nazis sont venus dire non, nous, on nous a donné l'ordre et puis on a obéi. On dit ah non, mais tu sais bien que l'ordre qu'on t'a donné là, ça allait contre les droits humains. Certains ont été pendus et fusillés. Vous voyez? On peut dire non, c'est parce qu'ils ont perdu la guerre qu'ils ont subi cela, mais et même ils savent très bien que les ordres qu'on leur a donnés, c'était des ordres qui étaient des ordres criminels. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas te cacher derrière le fait que, pour le fait de dire que non, on m'a donné l'ordre, donc moi j'ai obéi, je n'obéissais qu'aux ordres. Ah, bon. Si tu obéis aux ordres qu'on te dit, va tirer sur ton père ou bien sur ta mère ou bien ta soeur ou ton frère, tu vas le faire parce que c'est un ordre qu'on t'a donné. Non. L'être humain, quand même, il a une conscience. Il faut faire attention à ta conscience. C'est très important. Et puis aussi, je pense que on doit créer une garde nationale. On doit créer une garde nationale. Cette garde nationale aussi doit suppléer, je peux dire, l'armée. Voilà. Mais cette garde nationale, on peut y réfléchir. Par exemple, aux États-Unis, il y a la garde nationale. Hein. Il y a la garde nationale. Hein. Il y a la garde nationale. Il y a plusieurs unités militaires, mais il y a la garde nationale. Ouais. Qui joue un rôle très important. Hein. C'est comme ça. Même quand il y a des catastrophes, la garde nationale intervient. Quand il y a eu le cyclone Katrina, l'ouragan Katrina, pardon, comment on appelle ça, en Nouvelle-Orléans, la garde nationale est intervenue. Donc la garde nationale joue un peu sur deux plans, défense militaire et puis aussi, ils interviennent aussi comme les pompiers, la garde nationale, c'est important. Voilà. Maintenant, on peut voir les modalités de la création d'une garde nationale en Côte d'Ivoire. Et comme je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue, bon, comme je vais continuer la vidéo sur les actes Côte d'Ivoire, actes 4, 5, bon, j'ai fait 4, je vais faire maintenant, c'est le 5e, je ferai 6, 7, etc. C'est important. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Quelqu'un qui aime profondément la Côte d'Ivoire, son pays, et qui aime profondément l'Afrique. Parce que moi, je veux que l'Afrique soit libérée. Voilà. De ceux qui l'oppressent et qui maintiennent
les Africains dans la misère, hein, dans un esclavage qui ne dit pas son nom, un esclavage rampant. Voilà. Je ne veux pas de ça. Tout être humain est digne de respect. La dignité humaine doit être respectée partout. Voilà. Ça, c'est mon combat. Voilà. Pour moi, c'est important. Donc, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boigny, une université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, en Côte d'Ivoire. Merci encore et bonne journée à tous.